dire que l'année 2017 est une année d'élection. Élection importante parce qu'il s'agit de choisir les députés qui doivent aller représenter le peuple sénégalais au Parlement. Je fais appel à la conscience des Sénégalais, à le pragmatisme, pour que les meilleurs choix soient opérés pour que nous puissions avoir une Assemblée nationale digne de son nom, c'est-à-dire une Assemblée qui défend les intérêts du peuple sénégalais. Ceci étant, je suis leader d'une formation politique qui s'appelle l'Alliance pour la paix et le développement. Il va de soi que nous sommes en train de nous préparer, de massifier largement pour avoir une bonne représentation parlementaire. C'est le rôle de toute formation et de toute association qui tend à participer au développement de son pays, parce que ce développement passe non véritablement par la représentation parlementaire. Donc nous sommes sur le terrain. Je crois que si vous regardez ce que nous faisons à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, nous sommes un parti en mouvement. Vous parlez de meilleurs choix, est-ce à dire que la présidence législative n'a pas eu ce que la population attendait d'elle? Si je dois vous parler vrai, et c'est mon habitude, je n'ai pas l'habitude de faire des détours ou de tourner autour des questions essentielles. Je serai très faible et je m'en voudrais quand je vais rentrer le soir pour écouter mon juge de minuit qui m'aura dit que j'ai fait le détour, je n'ai pas dit ce que j'ai pensé. C'est pourquoi les gens disent des fois que Thierno Lo ne sait pas faire de la politique. Thierno Lo, il parle avec le cœur. Non, je parle avec la raison. Je parle à mon juge de minuit qui va me rappeler ce que j'ai fait dans la journée. Si je vous disais aujourd'hui que nous avons une Assemblée nationale digne de son nom, qui joue son rôle, depuis toutes les législatures qui sont passées, c'est vous mentir. Nous n'avons pas encore une Assemblée nationale qui représente le peuple sénégalais dans le vrai sens du terme. Pourquoi? Parce que les députés qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, je le disais du moment où j'étais avec la Wade, sont les députés du pouvoir exécutif. Parce que c'est le mode de désignation qui fait que ces députés-là ne sont pas des représentants du peuple. Parce qu'aujourd'hui, la liste nationale qu'on dresse, c'est le leader du parti politique qui choisit les éléments qui doivent figurer sur cette liste nationale. Donc ce n'est pas le peuple. Il n'y a pas de primaires ou d'élections organisées au niveau des localités pour choisir les gens qui doivent figurer sur les listes nationales. Quand il s'agit aussi des départements, il faut que vous ayez l'avis, que le leader du parti soit d'accord sur votre choix pour que vous puissiez le représenter au niveau départemental. Si vous êtes choisi par le président du parti et que vous soyez à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un choix populaire. Et c'est ça qui fait que vous allez défendre les instructions ou bien les injonctions qui sont données par celui qui vous a choisi. Il va falloir qu'on arrive maintenant à associer le peuple sénégalais au choix de leurs représentants. Quand vous êtes le député d'un département, il faut que les populations du département vous choisissent comme candidat avant de faire la validation au moment des élections législatives. Ce n'est pas le cas. Et vous qui me posez la question, ceux qui m'écoutent savent pertinemment que ce que je dis, c'est la vérité parce que c'est ce qui est palpable, c'est ce que nous vivons. Maintenant, revenir pour dire que oui, on m'a choisi, j'ai été, bon, il y a une élection, les populations se sont prononcées, je suis un député du peuple. J'ai dit c'est faux. Le peuple nous a choisi. Mais comme ce peuple est contraint à voter parce qu'il y a des listes, il va falloir que ce peuple-là ait des représentants à l'Assemblée nationale. Donc le peuple vote une liste qu'elle n'a pas choisie au départ. Parce qu'il va falloir qu'on vous propose sur une liste d'abord un choix populaire pour une validation par les gens qui vont être convaincus par votre programme parlementaire ou par rapport à votre personnalité et par rapport à la force qui vous porte. Donc c'est à partir de ce moment qu'on peut parler d'une volonté populaire. Mais ce n'est pas encore une volonté populaire comme ça. C'est pourquoi je voudrais que pour les élections qui viennent, que les femmes, que les jeunes, qui constituent les forces d'avenir, qui constituent les forces qui votent, puissent savoir que leur destin est entre leurs mains. Parce que c'est à l'Assemblée nationale où tout se joue. C'est à l'Assemblée nationale que nous pouvons arriver à modifier cette constitution qui nous a été imposée, qui n'englobe pas ce socle d'éléments techniques constitués par nos valeurs, nos croyances, nos traditions,
Je pense que c'est là-bas où nous pouvons faire le toilettage pour changer ce dispositif qui existe, qui est la Constitution. C'est au niveau de l'Assemblée nationale que nous pouvons voter les lois qui sont conformes à notre vécu, qui sont conformes au socle sur lequel nous sommes assis. Et c'est au niveau de l'Assemblée nationale où on vote les budgets qui nous permettent d'avoir un bien-être, qui nous permettent d'avoir de l'emploi, qui vont nous permettre d'avoir un socle sur lequel chacun peut s'exprimer pour essayer d'être dans la production. Je crois que ce choix est un choix fondamental qui nécessite qu'on se lève ensemble, qu'on puisse faire les meilleurs choix des hommes qui savent ce que c'est que l'Assemblée nationale, qui sont imbus de valeurs intrinsèques de servir l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers. Je pense qu'un tel programme, une telle situation nécessite un autre regard qui est de se mettre le soir devant la télévision et de regarder les gens défiler comme si on était au théâtre. Il se joue des choses qui sont d'une importance telle que ça va impacter demain sur l'avenir des uns et des autres. Donc j'en appelle aux jeunes et aux femmes qui sont les forces capables d'élire et qui sont là pour l'avenir, parce que ça a été montré par les statistiques. Il faut que ces deux pans se mobilisent pour pousser à ce qu'on ait les véritables députés à l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, l'actualité, c'est aussi cet tiraillement autour du fichier électoral. Quelle est votre position sur cette question? Bon, je pense que j'ai un parti politique, mais vous ne m'avez pas vu me présenter autour du ministre de l'Intérieur pour parler de ces choses. Parce que je pense que c'est de la politique politicienne. Nous sommes arrivés à un moment donné où tout le monde a la conscience nette et claire qu'il n'est plus possible de frauder des élections au niveau du Sénégal. Nous avons dépassé l'ère du Parti socialiste, où quand vous votez avant d'arriver chez vous, le plus souvent vous entendez les résultats. Ou votez dans un bureau de vote, on vous donne 0 dans ce bureau de vote que vous avez fait, où les choses se passaient au niveau du ministère de l'Intérieur, où il y avait la fraude. Il n'est plus possible de frauder des élections parce que les partis sont représentés dans les bureaux de vote. Les commissions départementales, les partis y sont. La presse qui a un pouvoir pour superviser a même les résultats quand on les programme au niveau des bureaux de vote. Les Sénégalais sont tellement conscients et puis le dispositif est tel qu'on peut compétir sainement sans pour autant que quelqu'un dise qu'on a fraudé ou pas. On perd du temps à discuter autour du ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur peut gérer des élections. Les alternances qui se sont passées au Sénégal ont été supervisées par des ministres de l'Intérieur qui étaient des ministres partisans. Et pourtant, les alternances ont eu lieu. Aujourd'hui, on a un fichier électoral qui est à même de nous permettre d'avoir des élections. Nous avons vécu des élections avec ces fichiers-là. Il va falloir faire les améliorations nécessaires, mais ça ne demande pas tout ce tralala, toutes ces discussions puériles qui ne font que faire perdre du temps. On est en train au Sénégal de vivre les mêmes situations. On l'avait vécu avec Diouf, on le vit avec Wade, on va le vivre avec le président Macky Sall. On marque le pas. Alors que le temps est arrivé où on doit faire des pas en avant, s'occuper de l'essentiel et non continuer à piétiner. C'est un piétinement qui fait que, par exemple, le Sénégal est rattrapé par tous les autres pays de la sous-région. On parle beaucoup, on piétine, on ne fait rien. Et c'est ça qu'il faut qu'on rompe avec. C'est pourquoi je dis que moi je ne suis pas preneur de ces réunions-là. C'est puéril, ça ne donne rien et on va aller aux élections forcément. Dernièrement, vous avez annoncé comme quoi vous allez soutenir la mouvance présidentielle pour les luttes à venir. Mais sauf que si vous n'êtes pas satisfait, vous allez créer votre liste à part. Oui, je pense que vous me posez une question. Bon, vous avez cette réponse et tout le monde doit savoir que ça coule de source. Parce que je suis en alliance avec le président de la République parce que nous partageons des principes qui sont que nous sommes des Sénégalais. Bon, le Sénégal est un pays, une grande puissance en ressources humaines. On a les capacités pour développer ce pays. Dieu a fait qu'il a été choisi parmi tant d'autres pour traduire cette volonté populaire qui est de faire du Sénégal un pays émergent, un pays où on a le bien-être. Alors il m'a appelé, il m'a demandé de le soutenir. J'ai accepté de le soutenir pour la gestion de ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'intérêt général au détriment de nos intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est le Sénégal. C'est faire de telle sorte que ce pays fasse un bond en avant. Que nous puissions aujourd'hui travailler pour nos enfants, pour les générations futures. Parce que nous devons avoir l'honnêteté que nous nous sommes déjà fait. Le pays nous a rendu ce qu'il devait nous rendre.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des maisons, d'avoir des épouses, d'avoir des enfants qui sont gérés et qui travaillent. Tandis que d'autres ne l'ont pas. Et nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. C'est par la volonté divine que nous avons pu profiter de ces privilèges et nous devons rendre l'ascenseur. En rendant l'ascenseur, il faudrait qu'on privilégie l'intérêt des populations au-delà de nos intérêts particuliers. C'est pourquoi j'ai accepté de l'accompagner. Mais l'accompagner en créant une force capable d'impacter sur ce qu'il fait. Parce que j'ai rompu avec la tradition qui consiste, moi Thierno, avec mon kaftan, avec ma veste, un seul élément, un singleton qu'on prend et qu'on met dans un gouvernement. J'ai rompu avec cette façon de faire. Je l'ai été 3 fois ministre conseiller, ministre de l'Environnement, ministre du Tourisme, parlementaire. J'ai vu que je sais ce que ça veut dire. Je sais ce qu'on peut faire en étant un seul élément dans un ensemble. Je veux avoir un regroupement de Sénégalais capables d'impacter sur ce qui se passe. Quand nous représentons une force dynamique représentée partout dans le Sénégal, nous sommes mieux écoutés et nous pouvons impacter. C'est pourquoi je passe tout mon temps maintenant à faire le tour du Sénégal, à rencontrer les catégories socio-professionnelles, à former les femmes en transformation céréale locale, eau de javel, en savon, pour leur donner un métier, les fidéliser pour en faire une masse critique capable de me suivre dans ce que je veux faire. C'est pourquoi j'ai créé le parti. Mais si je voulais être ministre de la République, le chemin le plus court, c'était de prendre la carte de la paire et de venir avec mon expérience politique, avec le peu de moyens que j'ai, pour faire partie des gens qui sont autour du président de la République et figurer dans un gouvernement. Je n'aurais pas besoin de faire ce que je suis en train de faire. Pour ceux qui ont la mémoire courte, qui n'ont pas le magnétisme pour analyser les comportements, je leur dis que si je voulais être ministre, le chemin le plus court, c'était de prendre la carte de la paire. Je serai dans le secrétariat exécutif et j'ai les compétences pour gérer un gouvernement. Si le président veut traduire sa lettre de mission, il ne trouvera pas meilleur acteur que moi pour le faire. Donc c'est le chemin le plus court pour être ministre. Maintenant, ceci étant, on va vers les élections législatives. Je suis dans une majorité. Je ne suis pas un élément d'un ensemble. Je regroupe des personnalités et des professionnels aussi de la politique, des gens du secteur économique, des forces qui sont là pour compter. Est-ce que vous pensez, honnêtement, vous qui me posez la question, si le président de la République avait tout simplement à gérer la paix, et que tous les militants de la paix, tous ceux qui l'ont accompagné, veuillent être des députés, il y aurait des problèmes de déchirement. À pour forte raison qu'on soit dans une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar, qui regroupe énormément de formations politiques, avec les mêmes ambitions qui s'expriment, est-ce que vous pensez qu'il va être facile de faire une liste au niveau de cet ensemble-là? C'est pourquoi j'ai dit, et qu'on m'écoute très bien, qu'il n'y ait pas de confusion, j'ai dit que si je n'arrive pas à avoir la représentation qu'il faut par rapport au mouvement que je dirige, et si je dois gêner celui que je soutiens, il va de soi que j'aurais préféré faire ma propre liste, aller à l'Assemblée nationale, et que nous puissions nous retrouver au Parlement pour avoir un programme législatif conforme au programme que j'ai soumis aux populations pour changer leur bien-être dans l'avenir. Mais, monsieur le ministre, certains vous diront que peut-être vous voulez faire de la surenchère. Est-ce qu'il n'est pas préférable de dire carrément que voilà, nous allons créer notre propre liste et aller au législatif? Non, vous dites ce que vous dites là, c'est deux catégories de personnes qui s'expriment comme ça. Il y a des gens qui ne font pas d'analyse, qui n'acceptent pas de voir la réalité des choses. Il y a d'autres qui vont se dire que quand vous êtes en alliance avec quelqu'un, vous êtes un répondeur automatique. Quand celui avec qui vous êtes en alliance dit c'est rouge, vous dites c'est rouge. Quand il dit c'est bleu, c'est bleu. Vous perdez votre personnalité. Vous faites tout pour plaire parce que vous pensez qu'en le faisant, c'est ça qui va vous donner des positions de pouvoir. Malheureusement, moi et ceux qui m'accompagnent dans l'Alliance pour la paix et le développement, nous ne sommes pas de ce moule-là. Nous faisons un compagnonnage avec des principes. Nous faisons un compagnonnage de dire oui quand nous sommes d'accord et de dire non quand nous ne sommes pas d'accord. Mais nous le faisons avec loyauté, avec fidélité. Quand vous êtes en alliance avec Thierno Lo, vous pouvez dormir les poings fermés parce qu'il ne vous trahira jamais. Mais quand il n'est pas d'accord, il vous le dit. Vous ne pouvez pas l'engager dans quelque chose dans laquelle il n'est pas convaincu. Maintenant, les autres qui pensent que nous sommes tous pareils, tout ce que nous disons, ce n'est pas vrai.
nous sommes en train de jouer. Moi, je ne joue pas. Je dis les choses comme je le pense. Je dis que si je n'arrive pas à être pris en charge correctement dans la majorité, je vais aux élections. Parce que vous ne pouvez pas être en alliance avec quelqu'un et dire que oui, je prends mes responsabilités, je ne fais pas tête. Non. Je dis, voilà les conditions dans lesquelles je pourrais aller avec vous. Si nous ne pouvons pas le faire, mais vous prenez votre chemin, moi aussi je prends mes responsabilités pour y aller, mais ça ne change en rien le compagnonnage. Ça, tout le monde doit pouvoir le comprendre. Si on a la possibilité de s'entendre, on s'entend. Si on ne peut pas s'entendre, chacun va essayer d'aller auprès des Sénégalais qui décident pour que nous puissions savoir qui doit aller à l'Assemblée nationale. Ça, vraiment, tout le monde peut le comprendre. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas de la mathématique, c'est rien du tout. C'est une logique déterminée de façon très claire que ceux qui veulent comprendre peuvent comprendre, mais ceux qui ne voudront pas comprendre, c'est leur liberté. Je n'ai rien d'autre à ajouter sur ça. En tout cas, moi, je sais que si je n'arrive pas à m'entendre avec eux, je vais aux élections. Et je me prépare même actuellement pour aller aux élections. Parce que je crois que je ne m'entendrai pas avec eux. Parce qu'ils ne pourront pas mettre le monde que je traîne dans une liste de Benno Bokk Yakaar. Et je ne veux pas gêner le président de la République. Alors, il n'a qu'à faire sa liste. Si on n'arrive pas à prendre les responsables qui sont autour de moi, qui sont visibles dans leur contrée, si on ne peut pas les prendre dans la majorité, qu'on me permette de prendre mes responsabilités et d'aller m'adresser aux Sénégalais, et j'accepterai ce verdict d'être ou de ne pas être au Parlement. Monsieur le ministre, chaque alternance apportant son lot de renouvellement des personnels politiques, quel regard faites-vous sur le phénomène de la transhumance? Vous savez, vous parlez de transhumance. D'abord, le terme est malpropre. Et là, je pense que les Sénégalais doivent se respecter. Parce que les partis politiques ne sont pas des daïras, ce sont des associations. Vous y adhérez, et pourtant, vous pouvez ne pas y adhérer. Je vais vous dire, est-ce qu'il est admissible que vous soyez, par exemple, dans un gouvernement du président Abdoulaye Wade, pour servir le Sénégal? Le mandat du président Abdoulaye Wade arrive à terme. Est-ce que c'est normal qu'on dise à tous ceux qui étaient autour du président Abdoulaye Wade, vous allez à la retraite, vous n'êtes plus des Sénégalais, vous n'avez plus le droit de travailler pour votre pays, vous n'avez plus le droit à la parole? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est le respect des libertés? J'y ajoute, mais si vous adhérez au parti au pouvoir, parce que vous avez peur d'être traduit en justice, parce que vous avez fait des détournements de deniers publics, si vous avez peur d'aller vous battre, vous, pour être dans la production, parce que vous voulez la facilité, parce que vous êtes auprès du parti au pouvoir pour avoir un métier, alors qu'il y a d'autres Sénégalais qui ont leur diplôme, qui peuvent faire le travail que vous faisiez, là je suis pour. Mais quand vous avez la capacité d'être dans le parti au pouvoir, ou de ne pas être, mais que vous ayez un coefficient qui peut servir les populations, ou que vous puissiez faire les choses mieux que d'autres, je pense que si vous voulez travailler pour votre pays, on ne doit pas voir votre appartenance d'hier ou d'aujourd'hui. On doit voir vous qui vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez faire et pourquoi vous adhérez. Mais on ne fait pas cela. On dit vous étiez avec Abdoulaye Wade, c'est terminé. Quand Abdoulaye Wade bouge, vous devez être là pour foutre le bordel dans ce que l'autre doit faire. Ça veut dire qu'on m'aurait demandé mon Tcherolo. J'ai fait 23 ans dans le secteur privé. Mon premier décret d'emploi n'a pas été signé par le président Abdoulaye Wade. 23 ans de secteur privé et 9 ans de service public. Je suis un développeur, je suis un monordome parce que ce que j'ai fait pendant 23 ans. Je connais le monde, je sais comment est-ce que c'est structuré, je sais monter des projets, je sais conduire des équipes, j'ai un magnétisme qui me permet d'atteindre des objectifs. Est-ce qu'on doit me dire, maintenant, compte tenu de tout ce parcours que vous avez, de tout le coefficient intellectuel et de votre connaissance du secteur privé et de votre connaissance du monde, vous allez vous mettre là-bas parce qu'Abdoulaye Wade est parti, tout ce que le président Macky Sall va faire, vous allez foutre le bordel là-dedans, vous allez faire des crottes en jambes pour qu'il n'atteigne pas des résultats. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas bien et je ne l'accepterai pas, moi, Tchernolog. Je ne suis redevable de rien à personne. Je n'ai pas pillé les deniers de la République. Je me suis fait avant de rencontrer le président Abdoulaye Wade. Je suis en train de me faire sans être dans un gouvernement du président Macky Sall, on ne me voit pas autour du palais. On ne me voit pas dans les ministères, je ne perçois pas d'argent à la fin du mois, je n'appelle aucun ministre du président Macky Sall pour mon bien-être personnel. Je n'appelle pas le président pour des délices.
Donc je ne dois rien à personne. Je me fais, je travaille. Je me suis toujours fait, mais quand on m'appelle pour l'intérêt général, pour servir le pays, je le fais. Je ne suis pas là pour empêcher au président de réussir son mandat qui doit aboutir, permettre le bien-être des Sénégalais, qui doit donner de l'emploi, qui doit tracer un avenir. Je ne suis pas là pour l'hypothéquer. Mais quand il s'agit de choses qui ne sont pas conformes aux libéraux démocratiques, par exemple, interdire des marches, je suis contre l'interdiction des marches. Quand il s'agit de faire des règlements d'ordre politique, je suis contre les règlements d'ordre politique. Je suis pour le renforcement des institutions. Je suis pour un programme à même d'alléger les souffrances des Sénégalais. Je suis pour la mise ensemble de toutes les compétences sénégalaises où qu'elles puissent se trouver pour que le Sénégal puisse faire un bond en avant. Parce qu'on a toujours singé, on a toujours piétiné, les gens nous dépassent et nous avons toutes les ressources pour y aller. Mais cela demande un débat sain, un débat sincère, qu'on sorte du people, qu'on puisse voir ceux qui disent la vérité et qui ont ambition de servir le pays, qu'on puisse les écouter, qu'on puisse les aider et ne pas les foutre tous dans le même sac pour dire la transhumance. Thierno Lo a accepté aujourd'hui d'être un allié du président de la République. Il n'est pas dans la paire, il a sa formation politique, il fonctionne avec ses propres moyens, forme des dames et a un discours de vérité. Et on dit, oui, tout simplement parce qu'il devait être contre le président Macky Sall, parce qu'il était avec Abdoulaye Wade, c'est un transhumant. C'est malhonnête, c'est pas sincère, et je crois que c'est un manque de capacité d'analyse et de compréhension de la situation actuelle et du comportement des gens. Il y a des gens qui vont là-bas parce qu'ils traînent des casseroles, parce qu'ils sont poursuivis par la CRI. Peut-être ces gens-là veulent être sauvés. Mais moi, je ne suis pas de cette race-là. Quelle critique devrait-on me faire? Je ne suis pas dans le système. Je conduis mon véhicule, je paye mes trucs, j'encadre des jeunes. Il est là, il est le responsable des jeunes du parti, il m'accompagne. Il sait que je mets mon argent auprès des dames. Il sait que je les forme. Je donne de la ressource. Je donne des métiers. On aurait dû me dire, vous avez une autre façon de faire de la politique. Oui, nous avons une autre façon de faire de la politique et nous disons comme ça, utile auprès des populations. Écrire des pages honorables d'histoire que les générations vont retenir demain. C'est ça qui me guide. Je peux être un idéaliste, mais je crois profondément à la capacité des Sénégalais et je pense que je dois faire quelque chose pour mon peuple et je suis en train de le faire. La transhumance, dans le mauvais sens, qui consiste à payer des ressources, être poursuivi par la justice et aller se réfugier auprès du président Macky Sall, je suis contre. Et je pense que ça, tous les Sénégalais doivent être contre. Parce que quand on vous demande de gérer, vous dilapidez les ressources, après maintenant vous vous réfugiez derrière le parti qui prend le pouvoir, ça je suis contre. Je suis contre. Mais les compétences qui étaient autour du président Abdoulaye Wade, qu'on puisse les prendre pour venir servir le président Macky Sall pour l'intérêt général, je suis pour. C'est comme si vous disiez aujourd'hui, les gens qui sont autour du président Macky Sall, si le président Macky Sall termine son mandat en 2024, s'il a un deuxième mandat, que toutes ces compétences-là, vous les mettez à la retraite, dans la poubelle, et vous leur demandez d'être des bataillons qui vont combattre celui qui arrive. Non, moi je combats quand je ne suis pas d'accord. Je combats quand vous êtes en train de piétiner les libertés. Je combats quand vous menez un recul démocratique. Quand c'est injuste, je vous combats. Mais quand c'est juste, je vous accompagne. La politique du haut-toit pour que je m'y mette, ce n'est pas mon fort. C'est pas mon fort. Moi, c'est le Sénégal qui m'intéresse, qui travaille pour le Sénégal, je l'accompagne. Et le président travaille pour le Sénégal, il m'a convaincu, il a un programme, je l'accompagne jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait mieux que lui. Et les candidats à l'élection présidentielle qui sont ici, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui ait proposé un programme alternatif mieux que ce qu'il fait. C'est pourquoi ce jeune-là m'a entendu toujours théoriser à travers la presse autour de nos réunions. Il faudrait que les Sénégalais arrivent à choisir des programmes à la place des hommes. Pour que nous puissions choisir des programmes, il faudrait que ceux qui veulent diriger le pays puissent sur vos plateaux comme ça venir exposer leur programme sur l'agriculture, sur la pêche, sur l'élevage, sur l'éducation, sur l'accompagnement de notre secteur informel, de notre secteur privé. Si maintenant on trouve ce programme est mieux que ce qui est en train d'être fait, qu'on puisse les choisir et valider en 2019. Si aujourd'hui, ils viennent critiquer l'agriculture, il faut qu'ils disent, oui, ce que vous faites, vous ne pouvez pas atteindre l'autosuffisance en riz. Parce que, et moi, je peux le faire parce que voilà ce que je vais mettre sur le plateau. C'est ce débat de programme qui va nous permettre de choisir les programmes au lieu de choisir Thierno Lo à la place du président Macky Sall. Tout le drame du Sénégal, c'est le choix des hommes à la place des programmes qui sont proposés.
Donc je commande un débat de programme. Et quand quelqu'un a un programme qu'il est en train de mettre en œuvre et qui me convainc, je l'appuie. On vous a connu aux côtés du professeur Iba Der Thiam dans le défunt CDC gratuit. Qu'en est-il de ce compagnon? Oui, vous me rappelez un parti qui a participé à ma formation. Vous savez, la CDP gratuit était un parti d'intellectuels, de patriotes. Quand vous avez quelqu'un comme le professeur Mamoussé Diaye, quand vous avez quelqu'un comme Cheikh de Dialaoudien, quand vous avez quelqu'un comme le doyen Ibrahim Fall, qui est le prototype même de l'intégration africaine, quand vous avez ce qu'on appelait à l'époque le groupe de Rufisque, ceux qui étaient dans la clandestinité, les frères Falay Noël Diop, Yérim Kodoumbouch, tant d'autres personnes qui ont fait la clandestinité, qui se sont battus à l'époque pour l'indépendance du Sénégal, qui ont combattu l'UPS, ces gens qui ont été à la création du Sud-Est, où quand vous venez, on commence à avoir une véritable réunion de bureau politique. On fait la situation nationale, on fait la situation internationale, on vous indique des actes de transformation du réel pour atteindre le bien-être des populations. Où j'ai trouvé des patriotes qui parlaient du Sénégal jusqu'à pleurer. Le jour où j'ai assisté à une réunion où Mamoussé Diaye, le professeur Iba Der Thiam, doyen Fall, ont parlé du Sénégal jusqu'à verser des larmes. J'ai été convaincu et je suis resté parce qu'il y avait une forte ambition de changer le Sénégal. Et j'ai appris là-bas beaucoup de choses sur le plan de l'histoire, sur le plan de la géopolitique, sur le plan du phénomène philosophique. J'ai appris plus maintenant le coefficient que j'avais en étant un acteur du secteur privé capable de monter des budgets, capable de faire des dimensionnements de centrales de traitement d'air, capable de faire des dimensionnements pour un immeuble 15 étages pour y mettre un ascenseur, y mettre une centrale de climatisation, un pur produit technique utile pour un pays en développement où il faut faire des infrastructures. Je suis venu puiser dans le cerveau du professeur Mamoussé Diaye, qui est dans l'expérience du professeur Iba Der Thiam, qui nous rappelle le socle sur lequel nous étions assis. Doyen Fall, l'intégration africaine, autant de choses que j'ai accumulées pour être aujourd'hui le produit que je suis. Et des jeunes qui étaient là-bas sont formés de ce moule-là et aujourd'hui ont une capacité de faire quelque chose dans leur pays. Donc cet exemple que vous me rappelez est une grande école que j'admire. Et mes relations avec le professeur Iba Der Thiam sont toujours des relations fraternelles. Le professeur Mamoussé Diaye, pour la première fois, intellectuel comme lui, il a pris sa plume pour se prononcer sur quelqu'un qui a été choisi comme ministre. C'était moi. Quand Abdoulaye m'a choisi, il a écrit pour dire que voilà, il a choisi un monsieur qui est tel. Et Mamoussé Diaye n'est pas avare en compliment. Je pense que donc cette école m'a forgé, m'a donné de l'expérience. J'ai regretté que cette formation politique à l'époque puisse faire une fusion avec le PDS. Moi j'ai été au PDS, c'est à cause de la fusion de la CDP grecque. Mais s'il n'y avait pas fusion, je n'aurais jamais été un militant du Parti démocratique sénégalais. Parce que je n'ai jamais épousé ce programme-là. C'est pourquoi quand j'étais dans le PDS, ce que les gens ne savent pas, je n'étais pas moi du PDS, j'étais un produit accepté par Abdoulaye Wade. Je ne travaillais qu'avec Abdoulaye Wade. Quand le PDS décidait des choses, il faisait des réunions, il ne me convoquait même pas. C'est le président Wade qui m'a mis dans le comité directeur. Il m'appelait dans son bureau, il venait, il me trouvait dans le bureau de Wade. Il venait, il me trouvait au palais, et c'est Wade qui me choisissait dans toutes choses qui étaient faites. J'étais un corps étranger, un élément que le PDS n'a jamais accepté de prendre. C'est pourquoi à chaque fois que j'ai été en compétition avec quelqu'un du PDS, toute la masse critique du PDS se liguait devant moi. Je suis quelqu'un qui a combattu un appareil. Moi, quand j'étais dans le PDS, j'ai combattu l'appareil du PDS. J'étais en face d'eux. Ils étaient tous derrière mon jeune frère Mourdet Farah, que j'ai encadré. À un moment donné, je me suis retrouvé dans la formation politique. Abdoulaye nous a mis dans la même ville. Et il y a eu ce que vous appelez les tendances au niveau du PDS. Mais j'étais seul contre tous. Mais avec quelqu'un qui me soutenait, qui était le président Abdoulaye Wade. Parce qu'il savait que j'étais utile. Je pouvais le servir dans le département, je pouvais le servir dans le cadre des missions qu'il me confiait. Et le PDS n'a jamais pu me défaire. Quelle que soit leur arrogance, quelle que soit leur pratique, quelle que soit leur stratégie, il n'y a que Tcherno qui a opposé une résistance farouche et ils ne m'ont jamais écrasé. Ils n'ont jamais pu m'écraser. J'ai toujours remporté des victoires devant cet appareil-là. Parce que j'avais un soutien de quelqu'un qui me connaissait, qui savait pourquoi j'étais utile depuis que j'ai été ministre conseiller, en lui faisant des notes techniques. Jusqu'à ce qu'ils me disent un jour, Tcherno, vous m'avez convaincu, je vais vous donner un département ministériel.
Parmi tous les conseils que j'ai ici, vous êtes celui qui m'apporte le plus de bénéfices, parce que nous sommes des intellectuels. Il a appelé, je vais vous faire cette révélation. Un jour, le président Abdoulaye Wade, le professeur Ibrahim Tam est vivant, il m'entend. Il nous a appelés dans son bureau. J'étais là, Ibader était là. Il lui a dit, Ibader, j'étais convoqué pour te dire aujourd'hui que parmi tous les conseillers que j'ai ici à la présidence de la République, celui qui m'apporte quelque chose, qui me donne des notes techniques que je lis, c'est ce Tchernolot-là. Nous tous, nous deux, nous sommes des intellectuels. Un intellectuel, vous lui apportez quelque chose, sinon, il ne vous regarde pas. C'est pourquoi les gens disent, le président Abdoulaye Wade a des conseillers, mais il ne les écoute pas, parce qu'il ne m'apporte rien. Ce garçon, il m'apporte des choses. Il l'a dit, Ibader est vivant. Si vous voulez, allez lui poser la question sur ce que j'ai dit, au nom de Dieu, qui nous témoigne, il vous dira qu'il a raison. Donc j'ai été utile auprès de lui, c'est pourquoi il m'a confié des responsabilités. Donc, moi, tout ça, j'ai tiré une bonne expérience de la CDP Garabdi, où j'ai rencontré de grands hommes. Et comme moi, j'apprends toujours, et je reprends chaque fois une idée quand elle est pertinente, c'est ce qui m'a donné le tonus que j'ai, et je crois que je suis en train de conduire mon chemin. Justement, vous avez été ministre dans les différents gouvernements du président Abdoulaye Wade. Quelle comparaison faites-vous par rapport à celle de son successeur? Là aussi, je vais vous dire, le président Macky Sall fut le premier ministre de son excellence M. Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, c'est quelqu'un qui avait de la vision, une forte ambition et un programme. Parce qu'Abdoulaye Wade, tout ce qu'il réalisait, il l'avait écrit. Il l'avait écrit. Ce n'est pas quelqu'un qui tâtonnait. Les gens pensaient que Wade se lève comme ça, il dit oui, je fais tel. Non, il avait écrit et il était en train de mettre en œuvre. À un moment donné de son histoire, vous vous souvenez tous, il disait que le premier ministre Idrissa Seck ne croyait pas à certains de mes projets, il les considérait comme des éléphants blancs. Quand il a pris le premier ministre Macky Sall, ce gouvernement de réalisation, j'y étais. J'étais le ministre de l'Environnement, le président Macky Sall était le premier ministre. Diène Farba Sarr jouait le rôle de l'APIX à l'époque. On a élaboré les grands projets et nous avons commencé à dérouler donc les premières réalisations du gouvernement du président Abdoulaye Wade, c'est tout l'ère de Macky Sall et du gouvernement dans lequel moi j'étais. Donc nous sommes porteurs des premières réalisations du président Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade, après, il y a eu les déchirures que vous avez connues, le président Macky Sall est parti. Il a continué à traduire sa vision et nous avons été avec lui. Et Abdoulaye Wade voulait dire, ok, Obama est le président des États-Unis, je suis le président du Sénégal, un pays de ressources humaines de qualité qui a une forte ambition, je vais faire des hommes riches, je vais faire de bonnes choses parce que nous en avons la capacité. Il a commencé à absorber les capitaux et nous avec lui. Il a commencé à dérouler parce que nous avions le magnétisme de réaliser les choses. Il connaissait le monde. Et nous étions des développeurs. C'est pourquoi tous les ministères qu'il a convoqués, qu'il a confiés à des gens qui sont issus du secteur privé, et lui, en tant que consultant, nous allions plus vite que ceux qui n'ont jamais pratiqué. Mais il a fait de grandes choses. Il avait de fortes ambitions de faire on peut tout reprocher au président Abdoulaye Wade, sauf la capacité d'absorption des capitaux et la possibilité de réalisation. Il a fait de grandes choses. Mais autour de lui, il y avait une caste de gens qui ne comprenaient rien de sa vision, qui pensaient tout simplement à s'enrichir, à s'entre-déchirer, à faire du n'importe quoi pour leur gestion personnelle. Et c'est ça qui a impacté sur le choix des citoyens sénégalais. Le président Macky Sall est venu, il assure ce qu'on appelle la continuité de l'État, qu'on le veuille ou non, il assure une continuité de l'État parce qu'il y a des projets qui étaient là, que nous avions commencé à réaliser, il est en train de les terminer. C'est bien, c'est comme ça que ça se passe. Parce que le mal de l'Afrique, des fois, c'est le problème de la continuité. Parce que le plus souvent, quand vous arrivez et que vous vous mettiez à dire que celui qui était là, il n'a rien fait, vous foutez le bordel dans tout, vous recommencez l'histoire. C'est ça qui retarde d'une part les pays africains. Dans le choix aussi des hommes, il y a un problème. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui vient remplacer Tchernolot, par exemple, au lieu de dire que Tchernolot avait fait ceci jusque-là, je vais améliorer, je vais innover et je vais apporter la touche du président Macky Sall, vous passez tout votre temps à montrer que celui que j'ai remplacé ne savait rien,
ne connaissez rien, vous piétinez alors que les attentes des populations sont dans la continuité, dans l'amélioration de ce qui a été fait. Ça aussi c'est un drame. Et il faut qu'on rompe avec. Et le président Macky Sall l'a compris parce qu'il commence à continuer à faire l'autoroute. Les autoroutes commençaient par le président Abdoulaye Wade. Les routes qu'Abdoulaye Wade avait commencé, il est en train de les terminer. Il apporte sa touche maintenant en faisant la grande ville, en faisant le PUDC, en faisant l'autosuffisance alimentaire, c'est la poursuite de la Guana. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on compte sur nous-mêmes pour mettre les moyens qu'il faut, utiliser nos compétences, mettre la ressource pour que nous puissions avoir l'autosuffisance alimentaire qui est une question de souveraineté et de dignité nationale. Ça, il est en train de le faire. À partir de ce moment, donc, j'ai dit que c'est un pur produit du parti libéral, du parti Abdoulaye Wade, qui est en train d'assurer une continuité. Et vous me permettrez de dire quelque chose d'important à ce niveau. Aujourd'hui, le président Abdoulaye Wade, les militants du Parti démocratique sénégalais, les militants de l'APR doivent être très contents parce que vous savez quoi? Le président Macky Sall a réussi quelque chose que Senghor n'a jamais réussi, que Wade n'a jamais réussi, que Abdou Diouf n'a jamais réussi. C'est-à-dire de faire de cette sorte qu'on fédère l'ensemble des idéologies autour d'une personne. Du temps du président Abdou Diouf, le président Abdou Diouf avait pu avoir une partie de la gauche, les libéraux, mais n'avait pas tous ces ensembles que Macky Sall a. Le président Abdoulaye Wade avait eu la gauche, les libéraux, mais il n'a jamais eu le Parti socialiste. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Le président Macky Sall est autour de sa personne la gauche, les socialistes, les libéraux, parce que c'est un libéral. Donc il a réussi quelque chose de fondamental que le PDS et le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall devraient comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Wade a gagné une chose. Ça veut dire que quelqu'un qu'il a eu à faire, à encadrer, qui est un libéral, aujourd'hui a regroupé l'ensemble de la gauche et le Parti socialiste autour d'un enfant qui a été avec le président Abdoulaye Wade. Ne serait-ce que ça aurait dû pousser le président Abdoulaye Wade à arrêter toute forme de confusion, de contradiction vis-à-vis du président Macky Sall. Ceux qui entourent le président Macky Sall aussi auraient dû pardonner, je ne dis pas pardonner des détournements de deniers, je dis parler de générosité, de compréhension, de dire qu'il y a une victoire qui est fondamentale sur les socialistes et sur la gauche. La gauche se retrouve autour du libéralisme. Et ça a toujours été un combat d'hier. On a toujours combattu le Parti socialiste à cause de sa doctrine que nous jugeons étant une doctrine partisane, affiliée à l'Occident, qui renforçait la théorie des Africains choisis pour servir les dominateurs. On a toujours combattu cela. La gauche a toujours combattu pour lutter contre les inégalités sociales, pour faire un monde meilleur et des trucs comme ça. Les libéraux sont venus avec la nouvelle doctrine de production. Alors toutes ces contradictions maintenant, on les a réglées et puis les gens sont autour des libéraux. Ne serait-ce que pour ça, on aurait pu vraiment régler ce qui doit être réglé pour la justice, mais dire que voilà la continuité de l'action d'Abdoulaye Wade, symbolisée par le président Macky Sall, et on l'aide pour terminer tout ce que Wade avait commencé avec ces innovations qu'il arrive lui pour aller vraiment vers l'émergence. Je crois que si nous étions animés de bons sentiments, de travailler pour le peuple sénégalais, c'est comme ça que nous devions réfléchir. Mais dire que j'ai perdu le pouvoir, personne ne l'aura, et celui qui est là ne fera pas mieux que ce que nous avions fait, et que l'autre dise, oui, je vais les considérer comme des nuls, des gens qui ont tué le pays, et que je vais montrer que je suis l'auteur de la bonne gouvernance, des trucs comme ça. Voilà les choses vues de cette façon-là, ça ne crée que des déchirures. Et ces déchirures-là, il faudrait commencer à faire de telle sorte qu'on puisse ne pas créer des plaies béantes, parce que nous aurons besoin de nous retrouver demain pour continuer à prendre en charge les problèmes qui nous interpellent. Parce qu'on a beaucoup de défis à relever. Et qu'une seule intelligence ne suffit pas. Il faut la mise en commun des intelligences sénégalaises et des énergies pour que nous puissions faire du Sénégal un pays émergent. Tout le monde doit y participer de façon positive. Entre le président Abdoulaye Wade et Macky Sall, je ne vois qu'une seule chose. Le peuple sénégalais a mis fin au mandat du président Abdoulaye Wade, a choisi le président Macky Sall. Il a une ambition de développer le Sénégal. Si chacun y met son apport, nous pourrons l'aider et aller de l'avant. Et je souhaite que les gens se regardent dans le miroir, s'arrêtent à un moment donné pour dire que ce que nous faisons dans cette vie-là,
ce n'est pas éternel. Nous sommes en train d'écrire des pages d'histoire, nous sommes de passage, nous allons partir, d'autres vont venir, mais regardons nos fils, nos enfants de demain, et essayons de faire de telle sorte qu'on se regroupe pour que le Sénégalais-là puisse se sentir heureux, que les gens puissent vivre, qu'on puisse regarder. Quelqu'un me disait l'autre jour, Tcherno, tu sais que maintenant, même quand vous entrez dans la mosquée, là, quand vous touchez quelqu'un, il se fâche. Vous vous rendez compte, dans une mosquée, il vous arrive de toucher quelqu'un du coude, il se fâche. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas et que nous devons faire très attention pour vraiment apaiser les cœurs, pour vraiment nous mettre ensemble, parce que le Sénégal n'a besoin que de bien-être. Et ce bien-être-là, nous pouvons faire de telle sorte que chacun l'ait. Maintenant, il faudra qu'on mette le Sénégal au devant de nos préoccupations et sortir de la politique politicienne et des déchirures. Ça, c'est mon point de vue. Je vis avec. Que les gens y croient, tant mieux. Qu'ils ne croient pas, ça ne me changera pas. Parce que quand je fais des choix, c'est des choix qui ont raisonné. Personne ne peut me détourner des choix que je fais. Oui, le président Macky Sall a inscrit son régime sur la voie de l'émergence. Êtes-vous d'accord avec ces proches qui disent qu'il a fait mieux que les 12 ans de pouvoir du président Wade? Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Il a une ambition. Il a un programme. Le président Macky Sall a une fibre sociale extraordinaire. Et ce qu'il a fait pour les bourses familiales, je ne vais pas me mettre là à parler de ça, vous le savez. Le PIDC, moi j'ai fait le tour du Sénégal. Je vais là-bas, je vois des routes qui sont faites. Je vois les aménagements que mon ami Samba Kanté est en train de faire au niveau du fleuve. Je regarde les forages qui sont faits. Je regarde les villages là qui sont électrifiés. Ça, très franchement, personne ne peut fermer les yeux sur cela. Ce qu'il fait, l'attaque qu'il fait sur le chemin de fer, ça a toujours été ma préoccupation. J'ai toujours théorisé que le développement du Sénégal, on l'a hypothéqué depuis qu'on a détruit la voie ferrée. Quand le train quittait Saint-Louis jusqu'à arriver à Dakar, vous aviez les gares, les haltes, les gares qui sont traversées, c'était des pôles économiques. Ça vivait. On a tué Ndande, Kelgui, Rao, Pal, jusqu'à Louga. Vous passez Louga, vous allez à Linguère, tout vivait. Il y avait une effervescence économique. Il y avait des métiers qui étaient créés par le chemin de fer. On l'a détruit. Le président Macky Sall est en train de remettre en place le chemin de fer et d'aller même refaire l'axe Dakar-Bamako et de faire de telle sorte que le chemin de fer puisse même créer une intégration sous-régionale. J'y crois fermement, c'est bien. Le président avait la même ambition, parce que les autoroutes que vous voyez ici, c'est le président Wade qui a théorisé le problème de la mise en place des infrastructures pour le développement de l'Afrique. Au départ, quand il disait l'Union européenne était contre, il a été têtu. Il s'est battu jusqu'à ce que les gens changent de regard pour dire qu'il faut qu'on mette l'accent sur les infrastructures. Si aujourd'hui on construit des chemins de fer, on fait des routes, on y met plein de milliards, ça c'est Wade. Macky Sall est venu, il a compris que le développement du Sénégal par la mise en place des infrastructures, il y met lui aussi tout ce qu'il faut. Donc je dis que c'est une continuité. Le président Abdou Diouf et le président Senghor ont fait un État, une administration. Ils ont construit une administration forte, très bien structurée. Il y a une police, une armée. Ça, c'est l'œuvre. Ça a commencé depuis le régime du Parti socialiste. Le président Abdoulaye Wade est venu. Il a foutu la touche économique. Les projets, le montage de projets allait très vite pour les réalisations. Le président Macky Sall est sorti de cette école-là. Il est venu, il ne fait qu'assurer une continuité avec une forte ambition de faire mieux. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites, je vais faire mieux. Il faut faire mieux dans certains domaines. Il a fait plus que le président Abdoulaye Wade. Mais dans d'autres domaines, il n'a pas fait plus. Dans le domaine de la construction des salles de classe, des trucs comme ça, des routes et des trucs là, il n'a pas fait plus que le président Abdoulaye Wade. Parce que si il mettait fin, il met Wade zéro, lui, on regarde ce qu'il va faire au niveau du Sénégal, il va lui rester des fossés énormes, des zones qui ne sont pas desservies, on va dire qu'il n'a rien fait. Parce que s'il arrive à dire que j'ai fait plus, c'est parce qu'il a trouvé que les routes existaient déjà. Et à partir de ces routes-là, il fait des embryons pour atteindre d'autres objectifs. Mais s'il devait partir de Dakar pour aller jusqu'à Matam, est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui que le président Macky Sall a fait quelque chose? Le président Wade aussi s'est appuyé sur les quelques, je dis quelques, parce que le Parti socialiste n'a pas beaucoup fait dans ce pays-là, sur les quelques réalisations du Parti socialiste. Même le président Macky Sall part de choses faites pour assurer une continuité. Et c'est comme ça que l'État doit fonctionner. C'est ça que j'appelle la continuité. C'est ça que j'appelle
les repères sur lesquels vous vous basez pour aller de l'avant. Mais s'il devait recommencer à zéro, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le président Macky Sall a fait quelque chose? Mais il a un programme, il a une forte ambition, et très franchement, il a un mandat de réalisation. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais c'est un président qui travaille. C'est un président qui donne de l'espoir et il a un programme qui est poursuivi pour nous mener à l'émergence. C'est pourquoi je dis, actuellement, je ne vois pas quelqu'un qui propose mieux que lui. Je ne vois pas quelqu'un qui inspire plus de confiance que lui. C'est pourquoi je l'appuie. Mais dire qu'il a fait plus que le président, il a fait plus que les 40 ans, moi je ne suis pas convaincu. Il travaille bien, il a un bon programme, mais Wade est un bâtisseur, il a fait d'excellentes choses et que personne n'arrive ici pour me pousser moi à cracher sur ce que j'ai fait. Le bilan d'Abdoulaye Wade, c'est mon bilan, je me l'approprie. Je ne permettrai à personne de le piétiner ou de foutre le sable là-dessus. Moi, je n'étais pas un élément qui dormait, je travaillais. Nous avons fait d'excellentes choses ici et avec lui, le président Macky Sall. Donc, critiquer le bilan d'Abdoulaye Wade, foutre le sable sur le bilan d'Abdoulaye Wade, c'est nous foutre le sable sur nous-mêmes. Et je ne l'accepterai pas. Je ne suis pas comme ça. Wade a travaillé. Le président Macky Sall travaille. Il faut que ce travail qu'on le continue. Mais dire que Wade n'a rien fait, ce n'est pas sérieux. Et je ne l'accepterai jamais. Qui le dit devant moi, je t'apporte la contradiction. Monsieur le ministre, vous avez été au département du tourisme. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le tourisme? Bon, il y a des choses que je note. C'est-à-dire que quand j'étais au niveau du département du tourisme, vous tous vous rappelez à l'époque, quand j'avais organisé le premier salon international du tourisme, qui m'avait valu la médaille d'or de la Fédération internationale du tourisme pour la vision. Parce que j'ai organisé un salon qu'on a comparé comme première édition au Top des Arts de Paris. Et le président Abdoulaye Wade, quand je suis venu lui dire que j'organise un salon international du tourisme, il m'a regardé, il m'a dit, votre tourisme saga d'eau là, vous allez faire comme les Gambiens là, c'est du n'importe quoi, je ne viendrai pas. J'ai dit, monsieur le président, je cherche tout simplement un minimum de ressources pour me permettre d'organiser le salon du tourisme et je vais vendre la destination du Sénégal, parce que j'essaie de développer des projets. Il m'a dit, ok, il m'a donné un montant de 187 millions. J'ai organisé le salon, quand il est venu, il a visité pour voir comment est-ce que j'avais fait l'articulation avec le secteur de l'artisanat, le tourisme solidaire à l'intérieur et les tours opérateurs que j'ai choisis pour amener les Russes qui voyagent en famille. Comment j'ai fait pour que 15 tours opérateurs américains arrivent, comment j'ai fait pour que ATA, qui regroupe l'ensemble des tours opérateurs des États-Unis, puisse organiser son assemblée générale au Sénégal. Comment j'ai managé tout ça pour que le business plan sorte en 15 jours de travail. Les gens ne sont pas allés à Sali pour prendre des chambres. Ça s'est fait au niveau de ma salle de conférence, Méridien Président. L'Organisation mondiale du tourisme avait déjà fait son agenda. Tout le monde disait que ce ministre-là, il est fou. Comment est-ce qu'il peut organiser dans les conditions de la première édition? Je l'ai fait, ça a été une réussite, il est venu au CICES. La veille de l'organisation, j'étais dans son bureau pour le convaincre pour venir, il avait refusé. J'ai mis 2 heures de temps pour le convaincre. Il est venu le matin, il a visité, il est venu, il a dit ceci. J'ai toujours nommé des ministres du tourisme sans croire au tourisme. Aujourd'hui, je suis venu, Thierno Lo m'a convaincu. Thierno Lo, vous allez vous rendre compte d'un président qui regarde faire et d'un président qui accompagne. Tu m'as convaincu, je crois, au tourisme maintenant. Parce que ce que tu as montré aujourd'hui, c'est une véritable vision de vente de la destination du Sénégal. C'est un tourisme qui donne de la ressource aux populations. Et c'est de là-bas qu'il a commencé à parler de tourisme. Il avait une ambition de créer ce qu'on appelle les soleils d'Afrique. Ça veut dire que chaque pays africain devait donner un lopin de terre où on mettrait un hôtel qu'on appelle les soleils de Bamako, soleil de Dakar. Le groupe s'appellerait les soleils d'Afrique pour que nous puissions aller implanter des hôtels dans les autres pays du monde pour puiser de la recherche et pour vendre la destination africaine. Au lieu d'être ici géré par Radisson, géré par Pullman, géré par autres, nous avons cette ambition de développer les trucs. J'avais aussi travaillé au niveau du ministère du Tourisme pour détourner tous les regards vers la zone africaine. Parce qu'en développant ce qu'on appelle le tourisme multiple, ça veut dire un touriste qui entre à Bamako, il entre à Dakar, il entre au Mali. On devait créer même des salons sous-régionaux pour drainer le regard vers la zone ouest africaine pour vendre la destination du Sénégal. Parce que le Sénégal et l'Afrique renforment des curiosités qui sont telles que
nous pouvons drainer les milliards qui vont par ailleurs vers le Sénégal. Nous avions commencé à travailler sur les parcs transfrontaliers pour faire la jonction entre le tourisme, entre l'environnement et le secteur du tourisme. Les parcs transfrontaliers, là, on avait organisé une conférence ici à Dakar pour les refaire, pour que nous puissions mieux vendre la destination du Sénégal. J'avais organisé 2 salons internationaux du tourisme. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce que le Sénégal est en train de faire. Vous organisez un salon international, le Burkina Faso le fait, la Gambie le fait, Berlin le fait, Paris le fait. On prend les ressources du Sénégal pour aller dans ces salons-là, alors que ces gens-là ne viennent pas ici nous visiter. C'est ce que j'avais voulu rompre. J'ai dit que le Sénégal, avec tout ce que j'ai comme curiosité, tout ce que j'ai comme potentiel, il faut que les gens viennent me visiter, regarder ce que j'ai pour que les investisseurs puissent venir. Il faut que je capte leurs capitaux. Mais aujourd'hui, on prend notre argent pour aller le mettre dans ces salons-là, alors que les autres ne viennent pas chez nous. Depuis 1945, on n'avait pas organisé une manifestation touristique au Sénégal. C'est pourquoi, quand je l'ai fait en 2010, on m'a donné une médaille d'or. Et je crois que nous avions la possibilité d'attirer les gens qui viennent remplir nos hôtels, qui viennent regarder les terres que nous avons à Pointe-Sarène, à Boyenne et à trucs comme ça, pour faire de telle sorte que ces gens-là puissent venir investir dans l'hôtellerie. Mais aujourd'hui, on n'organise plus. C'est pourquoi je me plains. Pourquoi ils n'ont pas assuré la continuité de l'État? J'ai fait 2 salons du tourisme. Il fallait qu'ils organisent la 3e édition. Mais aujourd'hui, au lieu d'organiser la 3e édition, vous les entendez à partir de l'Agence nationale de promotion du tourisme, aller à Berlin, aller en Gambie, aller au Burkina Faso, aller partout, comme si le Sénégal ne pouvait pas continuer cette tradition d'organisation des salons du tourisme. C'est ça que je déplore. Mais le président de la République a fait quelque chose que si je l'avais du temps du président Abdoulaye Wade, aujourd'hui vous aurez dit le Sénégal est en train de faire 6 millions de touristes au Sénégal, parce que ce que le président Macky Sall a fait, les mesures qu'il a prises pour la Casamance, je ne l'avais pas. L'intérêt qu'il porte au tourisme jusqu'à aller présider la saison du tourisme, je ne l'avais pas. Aujourd'hui, il a mis de l'argent pour faire maintenant les aéroports régionaux. Il a fait le Cap Skirring. Il a réglé ce truc-là. Il est en train de mettre de l'accent pour que la compagnie aérienne puisse vivre. Il a baissé des taxes. Nous avions ramené la TVA de 18 à 10%. C'est bien. Il fallait l'étendre au niveau des autres services du tourisme. Mais lui, il porte un regard important. Le budget du ministère de l'Agence de promotion du tourisme, il l'a augmenté, c'est des milliards. Alors que moi, j'avais le ministère du tourisme et de l'artisanat, des relations, du secteur privé, le secteur informel, presque 2 milliards de budget. L'Agence nationale de promotion touristique avait au moins 1 milliard et quelques de budget. Donc j'ai géré le tourisme à partir de moins de 4 milliards. Aujourd'hui, le fonds qu'il met au niveau du secteur hôtelier, d'après mes informations sont bonnes, 5 milliards pour un fonds, un crédit hôtelier. Il a doublé, multiplié par X le montant de l'agence de promotion touristique. Le ministère du Tourisme a un budget qui fait peut-être 3 ou 5 fois ce que j'avais. Alors, moi, avec 3 millions ou 4 millions, j'ai fait 2 salons internationaux du tourisme. Je classifie une partie des hôtels. Je lutte contre les résidences clandestines. J'amène les Russes pour la première fois au Sénégal. J'amène les tours opérateurs. J'avais une dynamique de développement du secteur du tourisme qui était extraordinaire. Mais le président Macky Sall accompagne. Si vous m'avez accompagné, vous aurez vu ce qui va se passer. Aujourd'hui, avec l'appui du président de la République, le tourisme doit faire un bond en avant. Mais actuellement, à la vérité, je ne sens pas. Et je ne le dis pas par rapport à une personne. Moi, je suis quelqu'un, ce n'est pas parce que j'ai été ministre du tourisme ou ministre de l'environnement, je ne dois pas parler de ce secteur. Je ne suis pas comme ça. Je pense que le tourisme aurait dû faire plus que ce qu'il fait à cause de l'accompagnement du président de la République. C'est une conviction forte. Ça n'a rien à voir avec la personne qui gère le tourisme ou quiconque. C'est ma vision, moi, Thierno Lo, en tant que Sénégalais, en tant qu'acteur, et qui a une expérience de ce secteur-là, qui dit ce qu'il voit. L'intention est là, mais c'est la mise en œuvre qui tarde à se faire. Je le dis. Et qu'on m'excuse quand les gens vont se dire que Thierno Lo a fait une critique du ministère du Tourisme. Non, je ne critique pas le ministre du Tourisme. Vous m'avez posé une question. Je vous dis que quand j'ai l'accompagnement d'un président comme le président Macky Sall, moi j'ai fait de grands bons en avant. Je ne l'avais pas du temps d'Abdoulaye Wade,
Mais j'ai fait des choses que quelqu'un n'aurait pas dû faire, ne pourrait pas faire. Parce que le tourisme, c'est un carnet d'adresses. Parce que vous voyez, pour développer ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, c'est des entités qui organisent des assemblées générales. Par exemple, vous prenez Toyota, qui organise une assemblée générale. Ils ont des distributeurs partout dans le monde. Quand il faut une assemblée générale, ils se retrouvent quelque part dans un pays où tous les distributeurs du monde se retrouvent. Il faut avoir la capacité d'avoir le carnet d'adresse pour avoir quelqu'un dans le groupe qui vous permet d'accueillir Fiat, d'accueillir Tran, d'accueillir Carrier, d'accueillir Toyota pour que ça se réunisse au niveau de votre pays. Il faut que vous ayez un carnet d'adresse qui va permettre de faire de telle sorte que, je le disais au président Gagné, je le disais à un moment donné, pour que nous puissions développer ce problème, votre anniversaire que vous fêtez aux États-Unis, venez le fêter ici au Sénégal. Tous vos amis milliardaires qui vous trouvez aux États-Unis, amenez-les au niveau du Sénégal. Après, on va leur faire un tourisme de découverte. Ils vont aller à Sali, ils vont regarder nos plages, ils vont regarder les terres que nous avons à Mbodjen, Pointe-Sarère, où il est possible de faire de l'investissement. C'est comme ça qu'on vend une destination. Ces gens-là vont se dire, ah, je ne savais pas que le Sénégal avait aussi belles plages. Je ne savais pas que le Sénégal avait des parcs nationaux, tels que le parc de Djoudj, tels que le parc de Nyokolokoba. Là, moi, je vais venir investir. Il faut avoir des gens qui sont dans le tourisme sportif. Les régates, les machins là, il faut les amener ici pour que ces gens-là puissent faire ça. Il faut être dans des circuits du monde, avoir des amis. Moi, j'étais dans une multinationale, Carrier. C'était le numéro 1 mondial de la climatisation. On faisait nos assemblées générales partout dans le monde. Et je sais comment est-ce que le Burkina Faso et le Maroc et la Tunisie parvenaient à accueillir les assemblées générales de Carrier. Et je sais que Siat, Tran et ces grands groupes multinationaux le font chaque année. Mais si vous n'avez pas des relais à l'intérieur de ces dispositifs-là, comment est-ce que vous pouvez percer ce noyau-là pour les amener au Sénégal? Ça, je l'avais. Les autres ne l'ont pas. Parce que s'ils l'avaient, ils l'auraient fait. Donc je pense qu'il faudrait que les choses, qu'on les confie à ceux qui les maîtrisent et qui savent le faire. Vendre une destination, ce n'est pas facile. Il faut connaître le monde, il faut avoir des relations pour amener les tours opérateurs, pour amener ici les grandes multinationales pour développer le tourisme d'affaires. Parce que l'hôtel Méridien Président et le centre Abdou Diouf, tant que vous n'aurez pas des conférences internationales que vous amenez ici, ces gens ne seront jamais, ces hôtels ne seront jamais rentables. Le Méridien, le truc d'Abdou Diouf là, ça c'est le tourisme d'affaires. Il faut que les assemblées générales, les conférences internationales s'organisent là-bas pour que les gens puissent loger au niveau de l'hôtel qu'on va faire là-bas et qu'ils puissent payer de l'argent là-bas et qu'ils puissent distribuer de la richesse au niveau de la presse, au niveau du transport et ainsi de suite. Ça, il faut avoir un carnet d'adresse, il faut connaître le monde pour les amener ici. Je crois que là aussi, il y a des choses qu'il faut faire. Mais je vous dis que la vente de la destination connaît encore des quoi qu'il est possible de corriger, parce qu'il y a les compétences, il y a les ressources, mais il faut qu'il y ait de la générosité dans l'action pour le faire. Dernièrement, vous avez émis l'idée d'une réforme de l'administration sénégalaise. Est-ce à voir avec la politisation de l'administration? Mais je suis très content de cette question parce que vous savez, le président Macky Sall, il a été très bien inspiré parce que moi je lui avais fait même une note sur ça et j'ai fait une communication ouverte sur la nécessité de réformer le référentiel essentiel qu'était l'administration publique. Parce que je me rendais compte que la première tare de notre marche vers l'émergence, c'était la relation entre l'administration et le public et le secteur privé. Quand vous prenez l'administration sénégalaise à un moment donné, avec le secteur privé, on se regardait en chien de faïence. C'est comme si c'était deux lutteurs qui sont en face à face, qui doivent s'affronter. Et quand vous regardez le service qui est rendu par notre administration vis-à-vis des populations, il y a un problème. Et je dis que tant que cela n'est pas réglé, vous n'irez jamais vers l'émergence. Parce qu'il faut une complicité entre l'administration et le secteur privé, une complicité avec l'administration et les populations pour que nous puissions aller de l'avant. C'est pourquoi j'ai cité l'exemple de Singapour à l'époque. Quand les fonctionnaires sont allés voir le premier ministre de Singapour pour lui dire que nous voulons une augmentation de salaire, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quels sont ceux qui, pour voir de la recherche, qui donnent de quoi on vous paye? Ils ont parlé de l'administration, des ménages et des trucs. Il leur a posé une simple question. Parmi tous ceux qui cotisent, quel est le secteur qui vous donne le plus de recherche? Ils ont dit c'est le secteur privé. Il leur a dit donc, si vous voulez que j'augmente vos salaires,
allez faire de telle sorte que le secteur privé mette beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas entré dans l'orido sourd. Les gens sont allés trouver les meilleures réformes, les meilleures incitations. Ils ont travaillé en complicité avec le secteur privé. Et aujourd'hui, si vous allez à Singapour, vous pouvez travailler dans l'administration et dans le secteur privé parce que les salaires sont au même niveau. Ici, au niveau de l'administration sénégalaise, il y a des gens, quand vous leur demandez d'aller travailler dans l'administration et qui sont dans le privé, ils disent non, non, je ne vais pas là-bas parce qu'ils ne payent pas bien. Aujourd'hui, à Singapour, vous pouvez quitter l'administration pour aller dans une société privée et vice-versa, parce que la complicité a été telle que les ressources ont augmenté et on a augmenté le salaire des populations. C'est pourquoi je disais qu'il faudrait que l'administration sénégalaise soit en complicité avec le secteur privé pour qu'on fasse les réformes, les incitations et tout ce qu'il faut pour que ça aille vite, pour que ça soit huilé, pour qu'on ne perde pas de temps. Parce que regardez par exemple ce qui se passe dans nos pays africains. Vous prenez une entreprise qui soumissionne au niveau d'un marché public. L'entreprise s'endette au niveau d'une banque, a des charges, gagne le marché, exécute le marché, et après maintenant court 1 an, 6 mois, 7 mois, 10 mois pour être payé. Et en ce moment, la banque continue à vous débiter des frais d'agio. Vous payez des salaires, vous avez tout alors que votre argent dort au niveau du fisc. Il s'agit plus grave. Vous facturez une TVA à l'État du Sénégal. L'État ne vous paye pas votre ressource et vous êtes obligé de faire votre déclaration de TVA et de payer à l'État. Comment pouvez-vous permettre à des sociétés qui soumissionnent, quand vous soumissionnez, vous mettez votre meilleure offre, ça veut dire que vous avez un prix de revient, vous mettez un coefficient de vente de 1,5, 1,15, 1,00, 1,2, ça veut dire que vous cotez le plus bas pour passer. Vous avez des frais bancaires, vous mettez du temps pour payer, les agios augmentent et vos salaires, vous payez les obligations, les charges fixes, vous les payez. Comment voulez-vous que cette entreprise puisse survivre? Comment voulez-vous que cette entreprise-là puisse employer des jeunes alors qu'elle ne fait pas de bénéfices? Je pense qu'il faudrait qu'on règle ça pour que quand vous travaillez, vous êtes payé. Il y a des réformes qui vous permettent de faire de la ressource et vous employer des jeunes. Vous me permettrez aussi de dire quelque chose qui est fondamental dans le problème du sous-emploi des jeunes. Les entreprises sénégalaises, il y a de grandes entreprises au Sénégal qui sont là, qui ont la capacité d'embaucher les jeunes, mais qui ne les embauchent pas, qui les prennent sous forme de stagiaires. Moi, quand j'étais dans le secteur privé, vous savez moi ce que je faisais? Je prenais un garçon, on le payait un salaire, je vous parle de ce qui se passait de 1983, 84, 85 comme ça. 79, 80, 84 comme ça. J'ai formé des techniciens aujourd'hui qui sont de grands patrons, qui ne dépendent pas des machines au Sénégal, personne ne les dépendra en centrale de climatisation. Je les ai payés jeunes. Je leur payais 50 000 francs, ils apprenaient un métier. Après, je les ai embauchés parce qu'ils connaissaient déjà la philosophie et la structuration de l'entreprise. Je les ai embauchés. Aujourd'hui, ils sont de grands patrons qui travaillent. Il y avait le service de la main-d'œuvre qui permettait de trouver les ressources quand vous venez. Aujourd'hui, les gens, quand ils arrivent pour faire par exemple des ascenseurs, vous savez ce qu'ils font? Ils vont débaucher. Parce qu'il n'y a plus de service de la main-d'œuvre où les jeunes peuvent venir mettre le diplôme. Quand vous venez dans le pays, vous allez directement au service de la main-d'œuvre, vous trouvez les CV, vous embauchez. Il y a un suivi. La caisse de sécurité sociale doit passer pour voir l'IPRES. Est-ce que vous avez un contrat qui est renouvelé? Est-ce que vous n'êtes pas là en stage indéfini? Moi, je connaissais des gens qui étaient dans de grandes multinationales. Je croyais que c'était des employés. Un beau jour, vous venez, vous dites où est Matar, on vous dit Matar est parti, il était en stage. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui viennent, qui se nichent au niveau des hôtels, qui prennent des jeunes qui vivent avec l'espoir d'avoir un métier. On ne leur paye même pas de quoi faire un stage. Alors que moi, quand j'étais dans ma filière de multinationale, tous ceux qui faisaient des stages avaient au moins 50% de la personne qu'ils avaient remplacée parce qu'il est parti en stage. Quand vous êtes en stage, vous avez des frais de déplacement et on vous paye. Le stage était payant. Ici, les stages ne sont pas payants. Les gens sont dans des sociétés, ils travaillent pendant au moins 3, 2, 4 ans, alors qu'ils sont des stagiaires, des contrats qui se renouvellent à durée indéterminée. Maintenant, les jeunes travaillent même sans être payés parce qu'ils nourrissent tout simplement l'espoir d'être embauchés un jour. Tout ça, c'est l'État qui doit assurer le contrôle à partir de son inspection du travail, à partir de la caisse de sécurité sociale, à partir de l'EPRES, pour venir au niveau des entreprises pour voir ceux qui y travaillent, dans quelles conditions ils y sont. Et quand on regarde une entreprise qui fait un chiffre d'affaires extraordinaire de milliards sur le dos des populations sénégalaises, il y a des incitations, il y a des pressions qui doivent être mises de façon intelligente par d'autres canaux pour que ces sociétés-là puissent embaucher. Parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais
comprend, il faudrait qu'il y ait un minimum qui soit partagé au niveau des Sénégalais. La question de l'emploi mérite d'être regardée parce que les Sénégalais sont utilisés. Il faut un chiffre d'affaires extraordinaire, ils ne sont pas embauchés. Vous allez ici dans les hôtels là, vous trouvez au niveau des hôtels des sociétés qui sont implantées dans les hôtels, qui travaillent avec des Sénégalais sans les payer. Au Sénégal, le Sénégal est le pays où vous pouvez mettre une société qui travaille sans payer son personnel. Parce que les jeunes sont diplômés. Ils viennent, vous les prenez. Ils font du stage en pensant être payés. Alors, vous les utilisez. Vous faites un chiffre d'affaires et bloc, tape un bon matin, vous payez bagage, vous vous en allez. Si vous vous créez des problèmes d'embauche, vous les liquidez. Alors tout ça, c'est du réel. On n'a qu'à organiser un micro-trottoir, vous le faites. Vous allez voir plein de jeunes qui vont vous dire que nous faisons des stages, nous ne sommes pas payés. C'était inadmissible de mon temps. Nous n'osions pas, dans la filière où j'étais, prendre quelqu'un qui fasse un stage sans être salarié. Prendre même un apprenti qui vient apprendre le métier sans qu'il ait ses frais de déplacement. C'était inadmissible. Même parce que là, on avait une caisse de sécurité sociale, on avait le bureau de la main-d'œuvre, on avait tout un dispositif qui nous contraignait à ne faire face à cela. Et nous étions aussi des gens qui étaient responsables, qui savaient que ça, ce n'était pas à faire. Nous avions une fibre qui ne nous permettait pas d'exploiter les gens de cette façon. Je vois que tout ça, il faut qu'on en discute. Il faut qu'on puisse y remédier, que nous voulons régler la question de l'emploi. Ça, c'est fondamental. Ce que je vous dis là, ça existe. Des sociétés qui emploient les jeunes, qui les utilisent parce qu'ils ont envie de travailler et qui ne les embauchent pas. Des sociétés qui prennent des gens pendant des années suivant des contrats. Renouvellement. Et un beau matin, ils disparaissent dans la nature. On les remplace par d'autres. Parce qu'ils ont revendiqué. Quand vous commandez à revendiquer, on vous dit ok, vous bougez, on s'en va et on met des mains. Je crois que tout ça là, c'est pas bien. C'est pas bien. Et on le vit. Il y a beaucoup d'aménagements que nous devons faire dans tous les secteurs pour permettre la rentabilité de nos différents secteurs. Justement, monsieur le ministre, toujours avec la réforme dont vous avez émis, on a tendance à voir qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui ont tendance à adhérer à des partis politiques. Si je prends le cas de l'actuel régime, il y a même des magistrats. Mais j'avais oublié aussi de vous dire par rapport à l'administration là. Et vous savez qu'il y a une évasion de nos intelligences parce que moi quand j'allais dans les conférences internationales là, vous savez, les gens qui montent les projets là, qui font tout pour que les institutions internationales mettent de l'argent, ce sont des Sénégalais. Ils sont dans les ONG et dans d'autres organismes qui ont quitté le Sénégal parce qu'ils n'avaient pas de la ressource. Donc ils faisaient du harmat d'abord. Après le harmat là, ils s'en vont dans les institutions internationales. Ça, il faut qu'on fasse tout pour essayer de les garder. Donc l'administration a un rôle à jouer sur ça. Maintenant, quand il s'agit de faire de la politique, chaque citoyen sénégalais a le droit de faire de la politique s'il le veut. Vous êtes fonctionnaire, mais vous êtes citoyen sénégalais. Vous pouvez adhérer à des projets de société. Donc vous pouvez faire de la politique. Mais l'administration sénégalaise a ses règles de fonctionnement. Vous me permettez de dire quelque chose de fondamental. Vous savez, j'ai été le seul ministre du Sénégal, j'ai dit bien, écoutez-moi bien, du Sénégal, qui soit venu dans un ministère qui n'a changé aucun des responsables qu'il a trouvé dans le ministère. Quand j'ai été ministre de l'Environnement, je suis venu, j'ai conservé le directeur de cabinet de mon frère Modiane Fada, ses conseillers, ses directeurs, personne n'a bougé. Je n'ai amené que mon chauffeur, ma secrétaire et qui d'autre? Un chef de cabinet, un architecte de cabinet, 4 personnes. J'ai amené ce que les textes permettent. Mais je n'ai fait bouger aucun directeur. Même les directeurs de cabinet, je les conserve. Tout le monde me disait tu es fou. Je les ai convoqués en réunion de coordination. Je leur ai dit ceci. Le ministre Modiane Fada qui vous avez choisi, vous pouvez conserver la bonne relation humaine avec lui parce que c'est de la reconnaissance. Mais quand vous êtes au niveau du ministère, ça, c'est le pouvoir public, c'est la République, vous me devez loyauté. Et tant que cette loyauté existe pour porter les projets qu'on nous confie, traduire la lettre de mission, je n'ai pas de problème avec vous. Et je vous dis, ils ont été très séduits et m'ont accompagné. Toutes les performances que j'ai faites au niveau du ministère de l'Environnement, c'est parce que j'avais une équipe qui est soudée derrière moi. Quand j'étais au ministre du Tourisme, j'ai refait la même chose.
J'ai reconnu toutes les personnes qui étaient là-bas, tous les directeurs. Je n'ai pas de copains que je mets dans un sac, que j'amène dans un ministère pour les placer, je ne l'ai jamais fait. Et mes camarades du PDS m'ont toujours fait ce reproche. J'ai continué à conserver ces gens, parce que les fonctionnaires sénégalais ne sont pas des serviteurs des présidents de la République, ils sont des serviteurs de la République. Allez au niveau du ministère des Finances, ces gens-là sont là depuis le temps de Senghor. Ils sont qualifiés, très professionnels, ils le font. Regardez notre armée, regardez notre police. Nous avons la meilleure police et la meilleure armée du monde. Ce qui nous manque, c'est que nous n'avons pas la logique des autres, mais sur le plan de la compétence, sur le plan de la rigueur et du respect des institutions, nous faisons partie des premiers. Le fonctionnaire sénégalais, c'est un fonctionnaire, il sert l'État. Il sert l'État. Donc quand il est dans l'espace public de l'État, il a un service qui est de servir la République. En dehors de ça maintenant, il a la possibilité d'adhérer à n'importe quelle association, à n'importe quel parti politique. C'est un droit, il faut le lui reconnaître. Ce qu'il faut éviter, et ce n'est pas valable simplement pour celui qui fait de la politique, c'est valable pour celui qui sert la République. Il a le devoir de réserve. Il a le comportement qui sied. On ne lui permet pas de livrer les secrets d'État. On ne lui permet pas de faire des déballages sans que l'État ne l'autorise. Parce que si l'État vous donne la permission de parler, parce qu'il y a un problème judiciaire pour lequel vous devez parler, ou bien que votre directeur ou votre patron hiérarchique vous permet de livrer une telle information, là vous pouvez le faire. Mais tout le reste, vous êtes tenu par des secrets que vous devez gérer. Donc à ce niveau-là, les gens veulent faire la confusion quand ils veulent, mais il n'y a pas de confusion à faire. La confusion n'est pas possible. Servir la République, vous êtes régi par des textes. L'autre, c'est une question de liberté que la Constitution vous donne et vous pouvez l'exercer. Donc moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Monsieur le ministre, la non-élection du professeur Abdoulaye Bakili à la présidence de la commission de l'IA a fait l'objet de polémiques. Selon vous, notre pays a perdu son rayonnement? Là aussi, vous savez, c'est dommage parce qu'on politise tout dans ce pays. Mais moi, ce que je retiens dans ça, c'est quoi? Le président Macky Sall a bien fait de choisir un compatriote sénégalais, de faire le maximum possible pour qu'il soit élu. La diplomatie sénégalaise est une excellente diplomatie. Je ne ferai jamais de critiques aux diplomates sénégalais. Ils sont rodés, ils sont habitués, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc le Sénégal a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, ce qui a motivé les uns et les autres pour que le professeur Abdoulaye Bakili ne puisse pas passer, je ne sais pas. Je n'étais pas dans les couloirs de la diplomatie. Je ne sais pas quelles sont les motivations des uns et des autres, mais la partie où je peux me prononcer, c'est-à-dire que je fais confiance à ma diplomatie, elle est excellente. Je connais les hommes qui sont là-bas. Je les ai pratiqués et j'ai vu les prix qu'ils font et le respect qu'on nous voue à l'extérieur. Le Sénégal est une grande puissance en ressources humaines. Notre armée, notre police, nos fonctionnaires qui sont au ministère de l'économie et des finances, ils sont les meilleurs de la sous-région, si je ne dirais pas égaux à ceux du monde. J'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires sénégalais. J'ai beaucoup de respect pour notre diplomatie, j'ai beaucoup de respect pour nos forces de sécurité. Il ne faudrait pas qu'on essaie de les fragiliser à cause de positions politiques. Ces gens servent la République. Regardez ce qui s'est passé récemment. Quand le ministre de l'Intérieur, M. Ousmane Ngom, a été à Kolda, quelles sont les forces qui sont allées le cueillir? Ce sont ces mêmes forces qui étaient à Tivaouane pour prendre M. Ousmane Ngom quand il a été encadré par les populations. Ce sont ces mêmes forces qui exécutaient les instructions. Demain, si quelqu'un vient et demande à ses forces d'aller chercher le ministre actuel, Abdoulaye Daouda Diallo, où qu'il puisse se trouver, ils vont vous le ramener dans les 15 minutes qui suivent. Quand il s'agira de traduire un chef d'État, ce sont eux qui vont l'encadrer pour l'amener au tribunal pour qu'on le juge. Ils sont là pour servir la République. Respectons-les. Notre diplomatie, le ministre Manqueur, mais c'est lui qui était le directeur de cabinet de Madi Kenya. Et on disait que Madi Kenya était là, il réussissait des choses extraordinaires. Gadio, il était le directeur de Gadio, directeur technique de Gadio, de cabinet. Et on disait que Gadio
faisait d'excellentes choses et il y en a qui disent actuellement même que si on avait proposé le ministre d'État Gadio, il aurait répondu. Mais Gadio travaillait sous la plume et sous la couverture des agents qui étaient au niveau du ministère des Affaires étrangères. Quand le professeur Gadio est un professeur, quand Gadio venait au niveau du ministère, il n'était pas un diplomate, mais il s'est assis sur un socle solide, bien formé, qui lui faisait des notes techniques, qui lui indiquait la direction à prendre et qui l'accompagnait dans ses conférences internationales, qui donnait des notes qu'on lisait partout et qui élaborait les théories. Ce sont ces fonctionnaires qui sont des diplomates formés, qui ont été autour de tous les ministres qui ont réussi quelque chose. Ce sont ces mêmes hommes qui sont autour du président Macky Sall. Cette diplomatie est une diplomatie qui est là depuis Léopold Sédar Senghor, en passant par Abdou Diouf, par Abdoulaye Wade et aujourd'hui autour du président Macky Sall. J'ai beaucoup de respect pour eux. Ils ont très bien élaboré leur projet, ont fait ce qu'il a fallu faire. Ils ont fait le tour des pays pour porter la voix. Les gens leur ont donné leur accompagnement, leur accord. Maintenant, ce qui s'est passé maintenant au niveau du Wade, ce n'est pas la faute de la diplomatie sénégalaise. Quand vous me dites que oui, votre candidat me plaît, je vais vous soutenir. Mais je ne peux compter que sur ça. Maintenant, ce que vous allez dire au niveau de l'Assemblée générale, c'est un problème de morale. C'est un problème de conscience. Là, je ne gère pas votre dernier acte. C'est votre dernier acte-là. Quand se produit, c'est à partir de ce moment que je pourrais mesurer la conséquence. Mais tant que vous ne l'exprimez pas et que vous me dites que vous m'accompagnez, je ne peux prendre que ça. On aurait pu dire que la diplomatie sénégalaise n'a pas fait le tour du monde, n'a pas fait le tour de l'Afrique, n'a pas convaincu. Vous croyez que si le président Macky Sall avait su que tous les pays qui sont ici là ont décidé de ne pas voter pour son candidat, vous pensez qu'il aurait présenté un candidat? C'est parce qu'il a tâté le pouls, il a fait le tour, il les a consultés, ils lui ont dit que nous votons pour vous. Donc cette diplomatie, sa victoire, vous savez, sa première victoire, c'était d'avoir le feu vert de ses partenaires, comme quoi nous votons pour votre candidat. C'est tout ce qu'une diplomatie peut faire. Maintenant, ce qui va se passer dans la réalité des choses, ça peut se jouer en une nuit, ça peut se jouer même avant le vote sur plan de pression, soit c'est des pressions militaires, ou bien c'est des pressions financières, ou bien il y a l'intervention de forces extérieures, mais ça vous ne pouvez pas le maîtriser. Mais ne profitons pas de l'échec, de ce premier échec, de ne pas choisir le professeur Abdoulaye Bathily pour s'attaquer à notre diplomatie. C'est une véritable diplomatie des fonctionnaires aguerris qui ont fait toute la politique diplomatique du Sénégal, depuis Diouf, depuis Maître Wade, on ne peut pas les critiquer. Très franchement, les gars, regardez les choses en face. Si le président Macky Sall était venu avec de nouveaux fonctionnaires, on aurait pu dire, mais les mêmes diplomates qui ont fait la grandeur du Sénégal, ce sont ces mêmes diplomates qui ont accompagné Diouf, qui ont accompagné Wade, qui accompagnent aujourd'hui Macky Sall. Personne ne peut faire bouger cette diplomatie. Personne. C'est écraser le Sénégal. Ces gens-là, ils détiennent des possibilités, des méthodes qui font que le Sénégal doit aujourd'hui grandir, doit être un leadership sous-régional. Il va falloir qu'on les respecte et qu'on les laisse travailler. Moi, je n'ai rien à dire sur ça, que je déplore tout simplement que le candidat ne soit pas choisi. Mais maintenant, il va falloir maintenant qu'on s'adresse à ces pays-là pour savoir pourquoi ils nous ont fait ce qu'ils ont fait et comment est-ce que nous devons nous comporter avec eux dans le cadre de nos relations pour que ce soit des possibilités de faire de telle sorte qu'à la prochaine fois, quand nous donnerons leur feu vert, qu'ils ne puissent pas revenir en arrière. Et ils ont le droit de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour notre compagnonnage futur. Le Sénégal est un pays de bonne manière, mais des fois, il faut avoir un certain comportement. On dit qu'un État doit être bien, mais des fois, un État doit être un État voyou. Dans certaines situations, il faut être un État voyou pour régler certains problèmes. C'est dans le cadre du business. On peut être réglo dans toutes choses, mais dans le cadre des relations et des transactions, des fois, il faut des touches un peu voyous, un peu dures, pour que les gens ne puissent pas vous faire certaines choses, pour que les gens puissent vous respecter aussi dans certaines choses. Mais nous, on est trop gentleman, on est trop bonne manière. C'est pourquoi on nous passe le plus souvent sur la tête. Je ne demande pas qu'on soit complètement voyous, complètement étant des gens qui n'ont pas de principe, qui ne respectent pas leurs promesses, mais il va falloir qu'on montre quelque part un visage comme quoi il y a des choses que nous ne pouvons pas permettre qu'on nous fasse. L'évocation de cette affaire judiciaire nous amène à parler de ce qui se passe dans la justice. Je veux parler de la démission du substitut général de la Cour d'appel de Dakar, du Conseil de la magistrature. Bon, là aussi je vais vous parler sur le général, mais pas sur le détail. La démission du juge Dème, je ne peux que respecter son acte, parce qu'on démissionne quand on est convaincu, on démissionne parce qu'on a ses raisons.
Je ne connais pas ces raisons parce que je ne suis pas au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Je note tout simplement que quelqu'un a démissionné. Je ne sais pas pourquoi il a démissionné, mais j'accepte la démission quand ça le vaut. Mais je ne sais pas pourquoi il a démissionné. Mais sur le plan général, je vais dire une chose. Dans ce pays, on commence à se poser des questions sur votre corporation, d'accord, la presse. Qu'on considérait parce que j'en parle, parce que je parle de choses que je connais. Parce que j'avais organisé ici 2 événements. La presse pouvoir ou contre-pouvoir, médias et démocratie aussi. 2 dîners-débats sur ça. Le premier dîner-débat était animé par le professeur Mamles Camara, avec comme modérateur Elhadji Kassé et je crois le professeur Mamoussy Diagne. La deuxième a été animée par Elhadji Kassé, modérateur, encore Mamles, Asma Demba et consorts. C'était au Novotel, vous-même sur de la publicité. Donc, les questions de presse m'intéressent. Ça n'a pas commencé avec ce problème de groupe civil dont on parle de Tchernobyl. Moi, je n'ai eu que des amis dans la presse. Fouja Moundour qui était au soleil, il a porté mes enfants dans ses bras avant de décéder. Fou Badarou Diouf qui était au soleil a porté mes enfants dans le truc. Aussi, là où on formait les journalistes, c'est de là-bas où j'ai passé les premiers trucs. Vous savez, Diagan Nour, le journaliste de la RTS qui avait cassé les Nagras là, au Sissi, les journalistes de la RTS là, qui sont là, vont se rendre compte, c'était mes disques de jazz qu'il avait écrasés. Les gens animaient le foyer du Sissi avec mes disques de jazz parce que je voyageais, je venais, je leur donnais, j'étais mélomane moi. Je donnais mes disques de jazz, il animait. Le 1er mai, je le passais au CECI, j'étais dans le milieu de la presse. Les premiers organes qui ont quitté, quand Sud a quitté pour être à la rue Raffanet, en ce moment vous aviez les ordinateurs là qui faisaient du show. Je faisais de la climatisation, je les accompagnais, je leur donnais du truc. Sur le témoin, les moments où j'ai été celui qui leur a donné la climatisation quand ils commençaient leur truc. Le journal Sopi, les gars ont écrit, avec les Bachik Diop ont écrit ce truc-là dans ma chambre. Donc j'ai eu des relations avec la presse depuis longtemps. J'ai eu l'amour de la presse. Et je suis un homme de communication. Donc c'est un secteur que j'aime. Mbaïsar, qui formait les journalistes au CECI, le preneur de son, que Doutsine avait affecté dans les couloirs parce qu'il avait dénoncé la gestion de Feu Doutsine au CECI, c'est mon ami. Fou Moussa Guène, qui était le preneur de son, il est actuellement au Canada. C'était mon gosse. Donc j'étais dans le milieu de la presse. On dit aujourd'hui que cette presse, éthique, déontologie, recoupement des informations, et Mamles disait dans ces débats-là que le journaliste ne doit pas être l'ami du politicien. Et il se posait même la question, la presse, pouvoir, d'où est-ce qu'elle tire sa légitimité? Aujourd'hui, cette presse commence à être caricaturée. Je ne sais pas le pourquoi, mais c'est les populations sénégalaises qui parlent comme ça. Notre justice, que je respecte, qui est une institution que je respecte, aujourd'hui commence à recevoir un œil. Je ne sais pas le pourquoi, mais je crois qu'il y a 2 pouvoirs qui ne doivent pas être discrédités, qui doivent être des éléments essentiels dans le processus de renforcement de notre démocratie. Personne ne doit les fragiliser, parce que vous êtes des contre-pouvoirs. Moi je disais que vous n'étiez pas un pouvoir, vous étiez un contre-pouvoir. Vous n'avez aucune légitimité, mais vous aviez un rôle à jouer, et ce rôle était fondamental, parce que vous êtes des contre-pouvoirs, parce que vous transmettez l'information. Vous ne faites pas de la publicité. La publicité et l'information, c'est 2 choses différentes. Vous êtes obligé d'informer, de faire parvenir aux citoyens ce qui se passe pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Qu'on ne leur cache pas les choses. Ça, c'est votre rôle et vous êtes essentiel dans la démocratie. Un pays sans justice n'a pas de démocratie. On n'est pas une nation sans justice. Rien ne peut fonctionner sans une justice, ni l'économie, ni rien du tout. La loi du plus fort, la rareté des investisseurs, s'il n'y a pas de justice. Donc ce pouvoir, il ne faut pas le fragiliser. Donc sur le plan global, je voudrais que ce soit les politiques, que ce soit tout le monde, que nous puissions préserver ces 2 pouvoirs. Je note tout simplement que c'est des pouvoirs qui sont égratignés, qui posent actuellement problème. Et aucun responsable, fût-il le président de la République du Sénégal, ne doit permettre que ces 2 pouvoirs soient fragilisés. Parce qu'il y voit du processus de construction d'une grande nation avec une grande démocratie. Parce que c'est avec ces 2 pouvoirs qu'on peut les créer.
Et il va falloir qu'on fasse tous attention pour ne pas les discréditer. Et chaque élément de cet ensemble a une responsabilité historique à préserver pour que nous puissions conserver ces choses qui sont essentielles dans la marche de la démocratie. Je ne fais de critiques à personne, de reproches à personne, je souligne un élément essentiel dans notre processus de consolidation de notre démocratie. C'est tout ce que je peux dire. Je ne suis ni magistrat, je n'étais pas là-bas, je n'ai pas de jugement à faire, mais à partir d'un constat, je fais un souhait qui est de faire de sorte que ces corps soient des corps vivables, que ces corps puissent exister pour que nous puissions avoir un pays fort. Une dernière question peut-être pour terminer. Comment vous voyez votre avenir politique au-delà des échéances de 2017? Mon avenir politique, c'est entre les mains de Dieu. Parce que je ne peux qu'être un être humain, avec ses défauts, mais avec sa croyance. Moi, j'ai la conviction forte que ce pays ne sera fait qu'avec les Sénégalais. Et il y a différents comportements. Il y a des agriculteurs, il y a des journalistes, il y a des avocats, il y a des politiciens. Moi, j'ai été dans la production et j'y suis. Mais Dieu m'a donné une petite compétence de faire de la politique. Et je sais que c'est la politique qui règle les problèmes. C'est la politique qui gère, c'est la politique qui développe. Et comme je ne veux pas être géré toujours par des médiocres, j'essaie de capitaliser, d'avoir le maximum de ressources humaines de qualité pour que nous puissions impacter sur ce qui se passe. Mais je ne le ferai jamais dans l'injure, dans la caricature, dans le mensonge, et dans l'accroupissement et dans le manque de conviction. Quoi que cela puisse me coûter, je ne dirai jamais une chose à laquelle je ne crois pas. Je ne dirai jamais dans les médias quelque chose que mon marabout Serigne Abdourahmane Mbacké qui a Darmoussi puisse entendre et me dire que Thierno, tu ne devais pas le dire. Je ne ferai jamais quelque chose que mon fils ou ma fille vont entendre pour me dire papa, pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu as fait cela? Donc, je gère mon comportement. Et je respecte aussi le choix des Sénégalais d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec moi. C'est leur liberté de choix, c'est leur liberté de m'aimer, c'est leur liberté de ne pas m'aimer. Mais que je fonctionne avec mes principes, avec les personnes qui croient aux mêmes principes que moi, pour que nous puissions faire le chemin que nous pouvons faire avec dignité et participer au débat utile et non au débat de caniveau. Maintenant, l'avenir d'être ou de ne pas être, ça c'est Dieu. Et je souhaite que Dieu fasse la meilleure des choses pour moi. Si Dieu trouve que si moi, Thierno, je dois occuper une position de pouvoir qui va me permettre de poser un acte qui va salir mon au-delà, je prie le Seigneur de m'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Mais si Dieu trouve que si j'occupe une telle station, ou bien si je fais partie d'une telle équipe, je peux impacter pour qu'on atteigne le bien-être des populations, je tends ma main et je dis Alhamdoulilah. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de faire appel à tous les Sénégalais pour que nous puissions nous écouter, pour que nous puissions avoir nos différences, ne pas atteindre des consensus, mais que nous puissions savoir ce que les uns et les autres pensent et que nous puissions mettre ensemble nos intelligences pour le bien-être des populations sénégalaises. Ne pas être d'accord ne veut pas dire que nous sommes des ennemis, c'est des questions de liberté. Mais essayons de convaincre par l'action, essayons de convaincre par les programmes et mettons-nous ensemble pour que le bien-être puisse exister dans ce pays. Et vous, je vous remercie parce que vous faites un métier très difficile, mais c'est un métier qui est noble. Et maintenant, à chaque fois que vous faites quelque chose, sachez que vous n'êtes pas regardé ici à Dakar, vous êtes suivi de par le monde. Donc il y a un problème de comportement que ça demande, il y a un problème de rigueur que ça demande, parce que vous n'êtes pas jugé par nous, vous êtes jugé par le monde. Et vous le faites bien, vous vous battez très bien, j'ai vu les efforts que vous faites, c'est pas parce que vous êtes là en face de moi. Hein. Moi, je ne suis pas là pour jeter des fleurs, je ne suis pas un rat de rédaction, moi je suis là pour vous dire que vous vous battez, vous investissez, vous êtes visible, continuez à vous améliorer, parce qu'il vous reste beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger, mais allez-y, vous êtes parti d'un ordinateur, aujourd'hui vous êtes vu de par le monde et continuez dans cette dynamique. Je vous souhaite vraiment d'atteindre les objectifs que les autres sites vont atteindre par le monde, Global Atlanta et dans d'autres. En tout cas, merci pour ces compliments. Mesdames et messieurs, chers internautes de l'Herald.net, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi.